Vivre à la campagne. Nous avons commencé à vivre en 1950, on peut dire en 1954. De 1954 à, disons, 1984. Ouais. Ça fait 30 années bien remplies. Et je suis d'ailleurs pas sûr de ne pas vivre à la campagne en vivant à la chatte, mais vivre à la campagne, c'est à la fois baigner dans ce qui reste encore de plus protégé, de plus sublime, et aussi de ce qui est, disons, en tant que menace, le plus perfide. Je veux dire par là, dans la ville où j'ai vécu, où j'ai été élevé, on a... D'abord, il y a une certaine dose d'accoutumance et les caractères, les hommes, les femmes, les filles, les garçons ont toujours quelque chose qui est un peu raboté. Alors que si vivre à la ville c'est ça, vivre à la campagne, il n'y a pas de rabotage. Il y a comme si l'on veut, enfin, on peut dire il y a comme une dureté. Il y a comme une dureté dans les traits de caractère, comme si le paysan cherchait à accentuer, pour bien mettre en place ses marques, le maximum de points aigus le concernant pour que l'autre sache à qui il a affaire. Je ne suis d'ailleurs pas du tout sûr que ça soit fait de façon tout à fait réfléchie. Je crois que c'est fait de façon tout à fait instinctive. Le roublard à la campagne est à la fois plus redoutable que celui qui serait dans une ville, mais beaucoup plus dur, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus prêt à s'enfermer chez lui et à tirer sur tout ce qui bouge que le type de la ville. Mais à la campagne, il y a les types couards, il y a les espèces de jouisseurs. Simple exemple. J'ai dépanné quelquefois des gars. Je les ai dépannés, mais sans aucune arrière-pensée, enfin sans qu'il y ait une arrière-pensée de tu vas me devoir quelque chose, donc tu me le rendras. Alors là, à la ville, il n'y a pas ça. À la ville, on va aller au-devant de quelqu'un, on va le dépanner, on va le soutenir, on va même l'aider à avancer, ça s'arrêtera là. Mais si on a une mentalité de paysan venu vivre à la ville, on va le dépanner, ça sera jamais gratuit. Jamais. Ça peut pas. Il n'y a pas de gratuité à la campagne. La nature, elle ne laisse rien, elle ne donne rien. En fait, la nature, on lui prend. Et l'homme de la campagne ne veut pas qu'on lui prenne. Mais si on lui demande, ça va être inclus dans ce qui aura été fait.
Tu le dois. Tu le dois. Je me souviens quand on était à Corcelles, là-haut, dans notre petite baraque, il fallait faire extrêmement attention dans tout ce que nous pouvions dire. On parlait, on se voyait, on avait une amitié assez suivie. Enfin, souvent, on était ensemble, on s'arrêtait, on parlait, on prenait le temps. On perdait même le temps. Nous, on avait beaucoup de temps à perdre, mais le paysan n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il a toujours à affûter, à rentrer des bêtes, à graisser son char. Enfin, il y a toujours, plus pendant les moments des labours et tout, il est absolument indisponible. Il nous arrivait de vouloir faire en quelque sorte ressortir les traits tellement différents de l'homme vivant à la ville, parce qu'il se demandait, il disait, mais pourquoi vous êtes venu ici? Alors, quand on était malade, on pouvait dire, Cécile pouvait dire, mon mari est malade, il se repose. Mais quand on n'a plus été malade, qu'au fond je travaillais, enfin, même si on ne savait pas ce que je faisais, on nous demandait, mais qu'est-ce que vous faites alors? Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous n'avez pas pu le faire dans la ville? Non pas qu'il y ait eu derrière tout ça une idée de vous seriez mieux ailleurs parce qu'ici vous nous pesez. Non, pas du tout. Ils étaient assez contents. On leur amenait d'une certaine manière une sorte d'évaporation dans la lourdeur de leur vie. Voilà. La lourdeur s'évaporait parce qu'on apportait quelque chose. Mais très vite, très vite, au bout de quelques années, nous avons, et j'ai compris qu'il valait mieux fermer sa gueule. C'est-à-dire, on pouvait parler de beaucoup de choses, beaucoup d'événements, mais il n'était pas très logique, et surtout, ça ne pouvait pas nous emmener bien loin, que de vouloir les faire sourire en caricaturant l'homme de la ville dans toutes ses façons de vivre, et bien souvent ces manières difficiles à comprendre, sorte de fourmi qui va là, qui 10 secondes après rebrousse complètement chemin, va encore ailleurs. Et si le paysan sait que la fourmi ne fait jamais rien de travers, il sait aussi que dans son excitation, son énervement, cette vie d'une fébrilité un peu folle, la part de folie trouve son rangement à l'intérieur de cette agitation que nous ne comprenons pas toujours. Le type de la ville, ils ne le comprennent pas, ils ne le connaissent pas, ils ont peur de la ville, ils ont peur de se faire rouler, ils ont peur des beaux parleurs, des malins. D'ailleurs, il me disait, moi au début, vous savez parler. J'étais obligé de ramener un petit peu d'ordre là-dedans. Je suis même allé jusqu'à leur dire que j'étais peut-être pas ce qu'ils me prêtaient, à savoir que je ne sortais pas de la cuisse de Jupiter, que j'avais un passé d'homme ouvrier ayant travaillé dans les usines et que je n'avais pas envie de parler de ça, mais il ne devait pas se faire d'illusions. On était mieux à la campagne que dans l'usine, et je leur donnais concrètement. Puis après, j'ai parlé de moi, j'ai dit que moi, j'ai travaillé là, j'ai commencé très tôt. Ils me regardaient avec des gros yeux. En fait, il y avait une incompatibilité dans ce qui était dit de ma part, et pour eux, une impossibilité à bien piger. C'est-à-dire, c'est stupide, mais c'est comme ça. Ils m'entendaient parler, et pour eux, je n'étais pas un ouvrier ou un ancien ouvrier qui parlait. Donc, quelque part, il y avait de ma part soit un mensonge, soit, avec les gens des villes, il faut faire attention, parce que... Alors là, je ne sais pas comment ils interprétaient ça, mais enfin, il faut faire attention avec eux. Il n'y a qu'à voir, justement, cet homme-là, il nous fait bien rire, il nous dit, etc. Mais dans le fond, il vit ici, il est encore là-bas, il connaît des tas de trucs. Jusqu'à ce qu'un jour, on me dit, mais vous pourriez peut-être nous pistonner. J'avais les bras qui tombaient. J'ai dit, mais non, mais vous n'avez pas compris qui nous sommes. Alors si j'avais dit, mais j'aurais rien arrangé. Si j'avais dit, mais nous sommes des artistes, comme ils ne savaient pas ce que c'était que des artistes, pour eux, les artistes, c'était
ce que de temps en temps leurs enfants entendaient à la radio, et puis quand il y a eu cette saloperie de télé, ce qu'ils regardaient à la télé. C'est-à-dire tous les oiseaux. Alors, ça ne tenait pas. Si on avait dit à mon père, votre fils va devenir un artiste, il aurait vu pareil. Il aurait pensé à Fredo Cardoni, à Maurice Chevalier. Et si on avait poussé en lui disant non, mais vous vous trompez, c'est pas ça, il travaille de façon tout à fait particulière. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Mon père aurait dit on essaye de m'emmener en bateau, puis lui il va se perdre le môme là-dedans. Le sérieux leur échappe complètement. Enfin, on va même pas parler de la gravité, tout ça. Ce ne sont pas des mots qui sont utilisés là. La gravité, c'est autre chose. La gravité, c'est être malade. La gravité, c'est perdre un bras, un doigt, un pied. La gravité, c'est de perdre son boulot. Mais la gravité dans la réflexion, la pensée, non, ça ne joue pas. Alors, il n'y a pas de raison que pour le paysan, ça ne soit pas pareil. Mais puisque j'ai vécu, au fond, maintenant, à 70 ans, j'ai vécu grosso modo 25-28 ans, et encore avec des trous dedans, des passages en montagne pour me soigner, avant 1950. L'armée, le maquis, tout ça, faut foutre au moins 5-6 ans en l'air. Je n'ai grosso modo vécu que 20 ans en ville. 20 ans en ville, j'ai vécu 50 ans à la campagne, dont une grande partie dans les montagnes, 1 mètre de neige pendant 6 mois, moins 30, moins 35, 40 types autour de moi, et même 2 ans dans les montagnes, alors là, tout seul, malade, près de crever, femme et homme dans un piteux état. Mais, quand ils montaient nous voir, quand ils venaient là-bas, à Corcelles, dans cette ferme qui était vraiment dans la forêt, quand ils venaient, alors ça c'est déjà étonnant. L'homme y venait avec un gros fagot d'écorce de sapin, et je dirais que c'est un des cadeaux suprêmes, parce que l'écorce de sapin, résineuse, fait des flambées beaucoup plus rapides que le gaz ou l'électricité. Ça peut faire le feu dans la cheminée même. C'est-à-dire que pour les choses comme ça, des femmes à saisir, les crêpes, les beignets, les viandes et tout, c'est précieux. On ne brûle pas sans arrêt des écorces de sapin. De temps en temps, sur du bois, du chêne, du hêtre, du fayard, on met 2-3 écorces de sapin et ça monte, mais avec des flammes bleues.